28 juin 1919, le traité marquant la fin de la guerre 14-18 est signé à Versailles. Je me suis battu pour que mon fils ne revoie jamais ça. 3 septembre 1939, 20 ans se sont à peine écoulés quand éclate la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 8 mois, le front est assez calme à l'ouest, à tel point que les Français parlent de drôle de guerre et les Allemands de guerre assise. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que durant toute cette période, le seul Morbihan va mourir 1302 des siens. Et puis, brutalement, le 10 mai 1940, c'est le déchaînement de la violence totale. Panzer, Stuka et divisions d'infanterie fondent sur les Pays-Bas, la Belgique, et le nord de la France. C'est le Blitzkrieg. La guerre est claire. Un mois plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Le 18 juin, ils sont à Rennes, Ploërmel et Pontivy. Le 21 juin, les voilà à Lorient et Kévin. L'amiral de Penfontonio décide, certes, de mener un combat d'honneur aux 5 chemins de Guidel, mais en vain. Le seul résultat en sera la mort de 6 Français et 8 Allemands. On a un peu assisté au combat des 5 chemins en 40. En 40, oui. En 40. Et puis, bon, on avait été surpris parce que nous, étant gamins, on ne faisait pas attention. On voyait des véhicules descendre avec plein de soldats, là, tout ça. Et puis, les parents ne nous disaient rien. Et puis, finalement, mon frère et moi, on était en train de jouer. C'était le moment de rentrer le foin dans les greniers. Et puis, on a entendu les premiers coups de mitrailleuse, quoi. Hein. Alors, je disais à mon frère, on me dit, mais le tonnerre fait un drôle de bruit aujourd'hui, dis donc ça. Ah oui, mais ça changeait de note. Alors, ma mère nous a fait descendre en vitesse, et puis on a fait un chargement de literie, on est parti dans les bois derrière, parce qu'on nous disait toujours, quand les Allemands vont arriver ici, ils vont mettre le feu. Ils vont mettre le feu dans les fermes, partout. Alors, surtout qu'ils avaient été attaqués là, en arrivant aux 5 chemins, parce que l'armée française a arrêté l'armée allemande là, pendant 3 heures, à peu près, quoi. Hein, oui. Ça a commencé vers 9h30, les combats, et puis ça a duré jusqu'à 1h30, quoi. On a vu un avion passer, là, et puis après, il n'y a plus eu un coup de feu. Oui. Et puis après, vers 3h, on est parti les voir défiler là sur la route. Ça, il y avait moins de divisions, il y avait moins 20-30 000 hommes. Et ça a duré presque toute la soirée, tout ça. À partir de 3h, ça... Oui, les Allemands arrivaient à Lorient. C'était le 21 juin, je crois. Oui, voilà. Oui. Alors le premier véhicule du convoi, je me rappelle toujours, c'était une moto avec un sidecar. Et puis un fusil mitrailleur devant, quoi. Les Allemands entrent à Lorient, sous l'intense fumée noire des cuves à mazout du Priatec et celle des poudrières en feu du Sac Kévin et du Matec. Ils capturent 6000 hommes, qui gagneront à pied, par le bourg de Kévin, leur camp d'internement de Ponskorf avant de prendre la direction d'Hennebont, puis d'Allemagne. Et les vainqueurs s'installent dans les écoles et les demeures bourgeoises. Leur présence est d'autant plus pesante que Lorient devient une place forte stratégique, essentielle pour la guerre sous-marine menée par l'amiral Dönitz. Les Kévenois sont aussi victimes de la construction de l'aérodrome de Kerlin-Bastard, connu aujourd'hui sous le nom de Longby. Les Allemands arrivent ici le 24 juin 1940. Mon père n'est pas là, certainement, pour les accueillir, puisqu'il est en pleine débâcle. Il est avec son régiment du côté du Gers, du côté de Auch, dans le Gers, où il restera environ 2 mois, avant de pouvoir revenir à la ferme. Alors les Allemands arrivent ici, bien sûr, au début c'était la cavalerie. Ils avaient quelques chevaux, mais ensuite arrive le plus fort de la troupe, de l'ordre de 120 soldats, tous rattachés à la Kriegsmarine. Et alors ici, sur le Grand Plumeur, nous sommes sur le point le plus élevé, à savoir 45 mètres, et les Allemands choisissent ce lieu pour établir une batterie de DCA. Sachant que Lorient, pour eux, allait devenir une place forte, qu'il fallait défendre à tout prix contre les bombardiers anglais et américains, donc
Les Allemands donc choisissent ce lieu, 45 mètres environ d'altitude. Donc on sait très bien que pour voir l'ennemi arriver, il faut se mettre sur un point haut. Au Moyen-Âge, c'était les châteaux forts. 120 hommes, rattachés, il leur fallait un chef bien sûr, et ce personnage s'appelait Erich Borchers. C'était un paysan de Cuxhaven. Il avait le grade de Oberleutnant, ce qui correspond à peu près au grade de capitaine. Donc 120 hommes, c'était des gens corrects dans l'ensemble. Beaucoup de paysans parmi eux, beaucoup de paysans. Qui, lorsqu'ils rencontraient des paysans bretons ou des paysans pleumerois, comparaient ce qu'ils faisaient chez eux en Allemagne et ce qu'ils faisaient ici en Bretagne. Alors, ces 120 ans, il y avait des techniciens qui s'occupaient des radars, des projecteurs, des systèmes d'écoute par le son, et en particulier des canons, puisque pour la DCA, qui dit DCA dit défense contre avion avec des canons de 105, c'était quand même un calibre assez important pour l'époque. Il y avait aussi des mitrailleuses de 20 mm contre les avions qui arrivaient en race mode. Les gros canons, l'artillerie lourde, elle était destinée à attaquer les bombardiers qui arrivaient donc en haute altitude. Quand mon père a été démobilisé en août 1940, il a donc son but essentiel était de regagner la ferme, de retrouver sa petite femme, ses 2 filles, sa mère, et de reprendre des activités d'agriculteur. Lui, la guerre ne l'intéressait pas. Donc il arrive ici au mois d'août 1940. Ma mère va le chercher à la gare de Lorient et lui dit ces mots qui m'ont été répétés plusieurs fois: Joseph, ne t'énerve pas, les Allemands sont déjà chez nous. Donc cette promiscuité, cette cohabitation, il a fallu la vivre pendant 5 ans, puisque Lorient a quand même eu ce triste privilège de subir 9 mois d'occupation supplémentaire de la part de l'occupant. La ferme, bien sûr, a été tout de suite réquisitionnée. La grande maison de mes parents servait de mini-commandanture, en quelque sorte. Il y avait un bureau pour un officier, une infirmerie, et les chambres réquisitionnées à l'étage. Mes parents étaient relégués dans une petite longère qui est attenante à cette grande maison. La cohabitation, ça n'a pas toujours été facile, comme on peut l'imaginer, surtout à la fin. Des villages sont sacrifiés. Les agriculteurs sont réquisitionnés. Et il y a aussi la peur permanente des bombardements meurtriers sur l'Orient. Mon père était réquisitionné pour les... Après les bombardements, là, il y avait des réquisitions, les charrettes, cheval, charrette. Et bonhomme, à 3 heures du matin, le garde champêtre venait sonner à la porte. Dardar. Dardar, oui. Oui. J'ai assisté au bombardement de Lorient, parce que nous préparions tous les soirs à ça. Il fallait faire le pactage tous les soirs pour avoir les vêtements pour aller courir à l'abri. Mais un soir, nous n'avons pas réussi à atteindre l'abri, donc nous étions cachés dans la cave. Mais nous avions vu tout l'Orient illuminé, quoi. Je revois toujours des images. C'est vrai que de temps à autre, je revois tout ça, je revis tout ça. Bon, quelques jours plus tard, il a fallu quitter l'île et nous sommes allés à Lanester, où nous avions une résidence parce qu'il fallait avoir un appartement disponible pour nous recevoir. Et là, mon père m'a dit, non, il n'y a pas de risque, nous ne sommes pas à Saint-Michel. Puis juste à l'instant, il y a une bombe qui est tombée sur la maison voisine, et il y a eu 3 personnes qui ont été tuées, la maman et les 2 enfants. Le mari est resté tout seul. Puis après, nous sommes partis réfugiés à Bubry. On traversait Kernevest. De Kernevest, on appelait Tipol. Et de Tipol, on allait directement au Calais. Et là, il y avait un petit étang où il y avait des cartes, tu vois, évidemment. Les gamins, canapé, on y allait. Ça nous virait là tous les jours. Et voilà qu'ils passent par là, mais ils avaient miné aussi ce putain de chemin là. Il a sauté sur une mine. Alors lui, il m'a
tué sous le coup, on peut le dire. Ouais. Alors tout ça, c'est l'histoire de Kergolan. Et tout autour de chez nous, après, bon, il y avait l'arrière de la maison qui donnait sur la route de Kévan. Ils ont là, mais je ne sais pas qui c'était le cheval, ils ont lâché un cheval dans le champ qui était miné. Oh, le cheval, il a couru là-dedans, il courait d'un bord, de l'autre, il sautait pas. Il a toujours loupé les mines, sans doute. Et à nous, comme des gamins, on allait encore sortir de la maison pour aller voir qui faisait le cheval. Après un peu, c'est nous qui sautions avec, et puis, bon, non, on a eu cette chance-là. Mais tu savais qu'il y avait des mines? Ah ben oui, ah oui, je savais qu'il y avait des mines. Même la route de Kévin était, si, la route de Kévin était minée également, et du barbelé encore en plus. J'ai vu, c'était une espèce de jeep qui venait de Kerdual. Mais c'était des Allemands, hein. Ils devaient être appelés d'urgence à Kévin. Oh, ils sont arrivés à une vive allure pour monter la côte. Ah, ils n'ont pas eu le temps, il y avait là-haut, justement, les fameux tireurs de mitrailleuses, là, qui gueulaient dessus. Achtung Minen, Achtung Minen. Ils n'ont pas sauté, mais eux, oh là là. Ah bon, ouais. Enfin bon, c'est tout. Et toi-même, donc les mines, tu as eu l'occasion de les éprouver, quoi. Alors, les mines, ben, je ne me rappelle pas exactement à quel jour c'était, mais je crois que c'était un mercredi ou jeudi qu'ils avaient miné le chemin, le champ. Allez, tout le monde en file indienne, puis on a traversé le champ. Et attention, hein, vous me suivez, et puis il ne fallait pas marcher. Surtout éviter les modes sèches. Ah ben, on voyait bien le chemin. Alors on a évité et sauvé grâce à ça, parce que tous les gamins qu'on était, on aurait sûrement sauté sur eux. Hein. Tel est le tragique quotidien des habitants pendant 5 longues et interminables années. Avec le débarquement du 6 juin 1944, sonne l'heure de la délivrance. Mais les Alliés avancent lentement dans le bocage normand, jusqu'à la percée décisive d'Avranches le 31 juillet. L'avance des Alliés est alors rapide. Le 4 août, ils sont à Rennes, le lendemain à Vannes, et le 7 août, ils sont aux portes de notre cité. Le terrain leur avait été bien préparé par les résistants des maquis bretons. Dès la réception du fameux message codé, le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec? C'était le signal du soulèvement général. Puis je dis à mon père, alors, quand mangeant le souper le soir, qui tenait la ferme toujours là, oh, il dit, dis donc, quelle nouvelle qu'on apprend. Il y a un Allemand là, de Bivière là, qui nous dit, mais dis donc, les Américains qui arrivent à Kévin demain matin. Alors nous voilà partis, avec ma tante et moi, avec nos vaches, on avait une dizaine de vaches, dans le champ là-bas vers Crozamus où on fait les maisons maintenant. Alors on ramasse les pommes, on met les vaches dans le champ. Très bien, voilà qu'on voit là. On entendait du bruit, puis il y avait un espèce de petit avion comme ça qui baladait dans l'air, vers Pont-Scorff. On voit alors la famille Crène qui était partie de Saint-Éloi, de l'usine, qui avait monté une baraque pendant la guerre à côté de l'usine. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre chez eux. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ici, ils avaient été chassés par les Allemands. Alors on voit Francis Crène, le père Crène, Le Haine, son beau-fils, tout ça, là, 3 ou 4 qui viennent dans le champ, puis en criant sur nous, hey, Jean, les Américains! Les Américains! Alors on dit, mais c'est pas vrai quand même. Alors nous autres, on était toujours dans le champ avec nos vaches, là. On avait attaché, tous nos vaches étaient attachées. Alors on vient plus près, regarde l'usine, où il y a le premier grand bâtiment maintenant là. Alors on dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Les Américains, ils vont arriver, ils sont là. Alors on va sur le bord de la route, où se trouve maintenant, comment que je dirais, le Triskel 2 là, tu vois. La route, le Triskel 2 là. Oui. Sur le bord de la route. On ne voyait rien du tout, moi je voyais rien du tout, je dis qu'est-ce que ceci nous raconte ici? Et on entendait toujours ce bruit là, toujours ce bruit là. Alors voilà qu'à la fin, on voit une voiture, c'était une Abstract
qui arrive au virage de Crozamus, en tournant des deux côtés de la route, elle allait d'un côté droit, d'un côté gauche, tout du long comme ça, pour arriver en face de nous. Et alors leur vitre de devant était baissée, quoi. Le chauffeur avait baissé sa vitre, et il y avait un autre gars avec lui, quoi. Alors nous, on les applaudissait, et le père Fred et tout ça, bravo, les Américains. Alors l'autre, le chauffeur, nous faisait signe de se tirer de la route, de se tirer, hein, parce que ils étaient au danger, ils savaient bien où ils allaient. Hein. Alors ils ont continué comme ça. Ils ont continué jusqu'au bourg, en faisant des zigzags tout le long de la route, comme ça, avec leurs mitrailleuses qui balayaient aussi toute la route, quoi. Et c'est là, alors qu'on a vu alors, les premiers Américains. Et un peu après, voilà que, merde, j'ai dit, mais mes parents qui sont encore à Kévin et tout, oh, quand ils vont voir les Américains, hein, nous on les a vus quand même avant eux, mais dis donc, hein, ça c'est quelque chose. Je viens par la ligne, ici, par la ligne on appelait ça, la voie verte maintenant, là, quoi. Je viens par la voie verte en courant, je tombe sur le père Garnier qui habitait dans la maison là-bas, qui était à travailler son jardin, qui s'est fait foutre dehors aussi par les Américains, parce que l'Américain lui disait de ne pas rester sur le pont de la route. Arrivé ici, premier obus qui tombe, ah ben dis donc. Et un peu après, je continue, voilà Job Mélin qui revient du champ là, avec son cheval et sa charrette. Un autre obus qui tombe dans le coin maintenant où sont les docteurs dans le... Tu vois là où est la maison des jeunes là. Oui, oui. Là, pour aller dans la ferme, Oh, la charrette brisée en miettes, et lui, dans la charrette, avait tapé son cheval, qui allait avec une roue, et puis il est arrivé quand même à mettre son cheval dans la ferme. Le 7 août 1944, quand on a entendu dire que les Américains étaient arrivés à Kévin, vous pensez qu'on a tous pris nos drapeaux et nos bouquets et on est parti au coin de la rue où est le laboratoire là. Attendre des Américains qui arrivaient avec leurs chars et leurs bazars, là. Mais ils ne sont pas restés là longtemps, ils sont partis sur l'Orient. Ils nous disaient rentrez, rentrez, rentrez. Là, je veux dire, vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Et ça n'a pas loupé. Eux, ils sont revenus sur place parce qu'on ne les a pas laissés rentrer sur l'Orient non plus à l'époque. Hein. Et ils sont revenus sur Pont-Scorff et c'est là, ça a été la bagarre. Hein. La grande bagarre, là. Et le pari qu'on avait fait ce jour-là, avant ça, c'était qu'on avait tué un cochon à la ferme, et on avait fait une andouille. Et ça vient l'andouille que j'ai déjà parlé de ça. Que l'andouille, on avait dit, mon père avait dit que le jour que les Américains viendront et arriveront à Kévin, on mettra l'andouille à cuire et on la mangera. Et alors on avait une tranchée en équerre comme ça, derrière là maintenant. On peut encore voir les traces d'ailleurs. Et là, il y avait toute la famille Roussin, ceux qui tenaient les magasins, la famille, comment il s'appelle, Kermabon, Kévin avait tout occupé la tranchée, et nous, on n'avait plus de place là-dedans. On n'avait plus de place, parce que tout était pris, Et ça chantait des cantiques à la Sainte Vierge et à la Vierge Marie, et puis tout ça, et puis alors, plus de place. Alors on était remué un tas de bois, il y avait un tas de fagots de bois, là, pour mettre des fagots à boucher les trous, parce que Job Garnier, celui-là était avec nous, là-dedans aussi, il avait accroché sa veste. Il avait accroché sa veste à un arbuste qui était là. Un obus qui a tombé en plein, floup, il n'avait plus de veste, tout en miettes, tous les morceaux de pillot, il n'y avait plus rien. Alors c'est là qu'on était parti mettre des fagots de bois, et comme ça on bouchait le trou, là. Et c'est là qu'à midi, là, comme midi arrive, mon père dit comme ça, mais l'andouille là-bas, hein, t'as pas été chercher l'andouille? Mais non, j'ai pas été. Alors je sais pas si c'est ma tante ou qui ça qui est venu avec nous, ou ma mère. On arrive, il n'y avait plus d'andouille, il n'y avait plus de cheminée, mais il n'y avait plus d'andouille non plus. Tout la cheminée, tout le pignon, allait tout dégringoler sur l'écurie. Alors les chevaux étaient encore dans l'écurie, les vaches étaient toujours dans le champ là-bas. Au fond là-bas, ah ben dis donc, alors il n'y avait plus rien quoi. Et c'est là alors qu'on a encore vu, alors après, l'après-midi, les Allemands.
En plein parmi les Américains, voilà les Allemands. On était toujours avec nos fagots pour camoufler. Qu'est-ce qu'on voit? Une douzaine d'Allemands qui arrivent, qui passent à côté de nous, ils nous disaient rien. Ils nous disaient rien. Ils étaient de patrouille, parce que les Américains étaient arrivés à Carletu et à la carrière Bégrugno. Ils étaient arrivés là-bas. Et ceux-ci, alors, sont venus voir, parce qu'eux autres étaient basés à Carletu, les Allemands. Et ils étaient venus voir où étaient les Américains, quoi. Alors, au lieu de passer dans la grande rue pour ne pas se faire bousiller, ils avaient passé par le petit chemin pour voir vraiment où ils étaient. Ils nous ont rien dit. On ne peut pas dire qu'ils nous ont rien dit, ils nous ont rien dit. Même gentils comme tout. Voilà que dans le champ Mélin, que je parlais, celui qui avait cassé ses roues de charrette, qui n'avait plus qu'une roue, les Américains étaient basés là, ils étaient arrêtés là. Il y avait peut-être une dizaine de voitures, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait tout là-bas. Et celui-là lui a leur dit en breton, en français, comme, ça voulait dire venir. Alors les Américains, les Allemands non, sont venus dans la route de la gare voir qu'est-ce qu'il y avait. Ah, alors les Américains, le temps qu'ils mettent une Jeep en route, ou je ne sais pas quoi, moi, quel véhicule, oh, ils envoient des rafales dedans, tac, premier tué, l'officier, devant chez nous ici. Ici, mais c'est en plein devant chez nous, sur la gare. Tué, net. Et les autres ont toujours continué à cavaler, et il y a eu 3 ou 4 tués alors sur Kerzek. Là. Quand on est parti avec Dieny, parce que c'était notre chef, je vais encore te raconter une histoire, là, je vais avoir mal à la gorge. Dans l'abri à Crène, Marcel faisait partie de la Croix-Rouge aussi, comme moi. Et l'après-midi, comme ça, canarait, il y avait des obus qui tombaient partout. On courait sous les obus comme si on courait par terre là, sans rien voir. On courait sous les obus. Et arrivé alors à l'abri, Marcel qui dit « Merde, mais j'ai oublié mon casque !» Ah bon? Alors, moi j'avais mon casque avec moi. Et il habitait à Tachenonbourg, qu'on appelait ça, la maison des cochons, dans la rue de la gare. Là. Il dit « Tu viens avec moi ?»« Oh, bah, si tu veux. » Alors on est parti par le presbytère, par la grande rue, arrivé à côté de chez Corven, maintenant, Corven, tu vois Corven là? Oui, bien sûr. Il y avait avec de la fumée dans la rue, il était peut-être à ce moment-là, moi je sais pas, 4 heures, il y avait avec de la fumée partout. On dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on continue quand même, on va pour traverser la place. Oh, et là, boum, allez, voilà, 2 obus qui tombent en plein dans le haut du clocher. Avec de la fumée encore, la terre quoi, qui tombait du clocher. On dit, c'est pas vrai. Alors il va quand même chercher son casque chez lui, qui est la maison à pas loin, là. Il met son casque. Et quand on revient, il n'y avait plus de clocher. Plus de clocher, il avait tombé, heureusement, sur l'église, de l'autre côté. Dans une poussière abominable, quoi. Les Américains sont restés un moment sur la route. Et je travaillais dans le champ qui bordait la route. Quand j'ai vu ce convoi de chars, d'automitrailleuses, de jeeps, j'ai pensé que c'était les Allemands qui se retranchaient sur l'Orient. Et puis, avec un regard insistant, j'ai vu que la forme des véhicules et la couleur des peintures n'était pas la même que celle des Allemands. Alors j'ai réalisé tout de suite que c'était les Américains. Il y avait tellement de chars et de chenilles et puis d'automitrailleuses et de jeeps qu'on n'osait plus mettre le fumée dehors. On est resté là à attendre. De temps en temps, à travers la fenêtre, on voyait un char, une automitrailleuse ou une jeep monter sur la butte pour voir les alentours, parce que le terrain avait apparu, et puis il a une montée où vous avez un joli point de vue. Quoi.
on est resté là, oui, je ne peux pas vous dire l'heure, parce que à cette époque-là, on ne portait pas la montre au poignet ni au gousset. Mais vers les 4-5 heures, 5-6 heures, 2 trains sont arrivés de la direction de Cap-Palais. Chacun pour avoir. Les Américains n'ont pas hésité, ils ont tiré dedans. Mais comme ces trains-là avaient des mitrailleuses à portée, ils ont tiré sur les Américains, ils ont riposté sur les Américains. Mais il n'y avait pas eu que ça. Tous les patries allemandes de la région ont canardé la zone de Bégrugno. Ces batteries ont convergé sur Bégrugno. Et à Bégrugno, tous les bâtiments ont été transpercés de part en part. Et les 2 mêles de blé qui étaient entassés en vue du battage ont pris feu. Et nous l'avons vu nous mettre avec tranchée, il y avait une tranchée derrière la maison, donc orientée en direction de ma voie. C'est là qu'on voyait les 2 trains stoppés. Mais aucun de nous n'a osé aller voir ce qui se passait. Les caves de l'andouillerie de M. Crène vont devenir le centre névralgique de ces jours si agités. Au moins 500 Quévenois vont y passer, accueillis, outre la famille Crène, par l'équipe de bénévoles que le docteur Jenny a su mobiliser autour de lui. On y vit, on y mange et on y dort. On y prie aussi autour du recteur, l'abbé Le Gouguec. On y soigne les blessés rospordinois, rescapés du train d'otages, venant de Quimperlé et victimes des tirs croisés des Américains et des Allemands, le 7 août en début de soirée à Bégrugno. Mais l'andouillerie connaît aussi des événements heureux, comme la naissance d'une petite fille, que l'on va appeler Marie-Thérèse Victoire. Je suis donc née le 7 août 1944 et 70 ans après, me revoilà dans ma maternité, sur ce lieu de naissance, où je suis née dans une pièce réfrigérée de l'andouillerie. Ce que je peux dire sur la naissance, mon Dieu, j'ai pas beaucoup de souvenirs puisque je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est un Américain qui a accouché ma mère. Voilà, et quelques jours après, le lendemain, j'ai été baptisée par l'abbé Le Gouguet. Je suis née dans cette cave qui était l'abri qu'avaient les Quévenois pendant la guerre. Et Victoire, on m'a appelée Victoire, ce sont les gens qui m'ont baptisée ainsi, les gens qui étaient réfugiés dans cette cave. Voilà, Victoire parce qu'on pensait, avec l'arrivée des Américains, que c'était la victoire, enfin. Et quelques jours après, nous avons été réfugiés sur Ploué. Tous réfugiés dans les caves la cave à Crène, voilà. l'abri à Crène. Oui. Tous les Quévenois étaient là, il y avait peut-être 500, 200, tout le monde était réfugié là-dedans, dans les caves. Là, quoi. Et là, alors, donc, on faisait à manger comme on pouvait. Il y avait des vaches tuées dans les champs ici. Ceux de Leclange, là, qui tenaient la ferme de l'autre côté, là, avaient eu 3 ou 4 vaches tuées. Ceux de Mélas, c'était pareil. Leurs vaches étaient... Alors, les vaches tuées, il y avait 3 ou 4 là qui savaient faire à manger. René Dessert, je ne sais pas plus tout, là. Alors, on avait trouvé des chaudières qu'on cuisait à manger aux cochons. Et puis, alors, ils avaient tué les vaches, amené des grands morceaux de vache avec eux. Et ils faisaient à manger là-dedans. Et pendant 2 ou 3 jours, on a mangé là. La nourriture des vaches et tout ça. Et puis là, l'après-midi, là aussi, cet après-midi, là, quand l'Allemand a été tué et tout, là, ah ben, c'était l'histoire du train. Oui, en soirée, quoi, vers 17h, 5h quelque chose. Oui. Là, le docteur Dieny, comme moi j'étais à la Croix-Rouge, et il a dit à toute la bande de la Croix-Rouge, comme il y avait un gars de Quévin qui est venu dans le groupe de gens qui étaient dans la maison à Crène, là,
et il avait un œil tout à fait arraché, plus ou moins. Là, tu parles des otages transportinois. Ça, c'est ça rien faire encore. Ouais. Donc là, tu disais, vous avez aligné les morts dans le fossé? Dans le fossé. Comme ça, on dit au moins ils seront à l'abri, mais ils étaient tous morts. Il y avait, je sais pas combien, 7. Alors 9. 9. Quand on est revenu alors, au camp, quand on est revenu ici chez Crène, quoi, on dit ça au Père Denis. Et puis il y avait des wagons, je dis, il y avait des wagons, il y avait plein de nourriture dedans, il y avait des sacs d'haricots, des sacs de patates, il y avait tout ce qu'il fallait quoi, pour les amener à la base sous-marine. Alors il faut aller chercher ça, qui dit comme ça, il ne faut pas laisser ça. Nous, on n'avait rien que ce qu'on trouvait, les morceaux de vache et puis les morceaux de... Alors nous, la partie Jean Cariot, il est mort maintenant aussi, est venu avec moi avec une brouette par la route de Kervelenec. Puis on est venu par le bord de la route comme ça. Oh nom de chien, comme ça nous tirait dessus. Hein, les Allemands étaient toujours à Kermelo là-bas avec leurs armes légères. Ils avaient quoi, peut-être des fusils mitrailleurs ou des fusils ou des trucs comme ça. Et les Américains ne tiraient plus. Hein, alors nous on monte dans le wagon aussi chercher un sac bien sûr, un sac d'haricots que j'avais trouvé moi. Un sac d'haricots. Jean Cariot avait trouvé, je ne sais pas si c'était des patates ou je ne sais pas quoi. Si on n'a pas attrapé au moins 10 balles pour aller depuis le train jusqu'à Kervelenec là-bas, et puis on est arrivé quand même ici chez Crène avec notre truc là. Ils ont parti à Ploué, mais c'est Jean Kervon oui. Qui avait piqué la voiture du maire. Une Oskitch, c'est ça, Oskitch, Ouais, qui avait caché les roues de sa voiture pendant la guerre pour que les Allemands ne la piquent pas. Et Jean Kervon avait su, ou je ne sais pas comment ils avaient su, où étaient les roues, il a remis les roues, et puis il a roulé avec cette voiture-là, et un autre qui s'appelle Jean Leroy. Jean Leroy qui avait trouvé une camionnette, c'est la Cagnac ou je ne sais pas qui, et qui mettait les gens qui étaient fatigués, ou les gens malades, il faisait, je ne sais pas, 4-5 voyages à Ploué dans la journée, pour amener le plus de monde possible. Pour évacuer les gens, ouais. Oui. Ceux qui n'étaient pas partis par leurs propres moyens. Quoi. Quand les Américains arrivent, justement, j'étais à peu près aux environs de Saint-Éloi, là aussi. Et puis ça cavardait déjà beaucoup. Et là, j'étais avec ma mère encore aussi, on s'est caché sous c'est un platis plutôt, sous un petit taillis de châtaignier. Et là, on est revenu, on a laissé les bêtes là-bas, puis on est revenu à la maison. On appelait ça Tachelembourg, et comme on était, il y avait des maisons sur tout le tour, là, la maison de Ster qui avait été brûlée, et nous on était au fond, et ce petit chemin-là menait, il y avait un petit chemin qui menait de là à la route de Ponscor, avec des ormeaux qui faisaient peut-être une hauteur de, je vous dis, 25 mètres. Hein. Alors, le lundi, le jour que les Américains sont arrivés, quand ça a commencé à tirer, ben les têtes des ormeaux partaient aussi, les branches, partout. Ouais, partout. Et ça nous tombait même sur la tranchée. Alors on n'osait même pas sortir. Et à la fin de compte, il y a un Américain qui est arrivé là. Et comme on était dedans, et il s'est posé à l'entrée avec son fusil mitrailleur. Et il voyait les Allemands courir. Ça, je n'avais pas vu. Mais il n'est pas resté longtemps, et il est parti. On ne l'a pas revu après. Et on a revu, quand on est parti de Kévin, dans la soirée, et on a vu des Allemands tués sur la route de Russuel, après la gare. Là. Il y avait un qui était même déchaussé, parce qu'on avait tiré ses bottes là, en plus. Alors, et après ça, on est arrivé au Bristol. Mes parents, donc, quand les Américains sont arrivés, ils m'ont amené, mon frère et moi, j'avais un jeune frère aussi, ils nous ont amenés à Ponscor chez un oncle et une tante. Et eux, ils sont retournés au Rustuel chercher quelque chose, pensant peut-être pouvoir rester. Mais là, ils ont été faits prisonniers, en fait, ils n'ont pas pu repartir. Et ils sont restés 11 jours avec eux. Et la nuit, même, ils les ont fait aller sur un champ, sur la route de Kévin, en pleine nuit, avec des pelles chacun.
Il y avait mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, Monsieur Fichou et Pierre Ossalic. Et ils leur ont fait creuser des trous, donc en fait, soi-disant pour les tuer. Et finalement, il y a un Allemand, un chef, qui est arrivé là et qui a baragouiné en allemand. Et ils ont laissé les gens partir. Oui, au bout de 11 jours, ils ont réussi à partir parce qu'il y a un groupe d'Américains qui a fait irruption par le Scorff qui était plus bas. Et donc les Allemands ont pris peur, ils sont tous partis. Et les Américains sont restés faire un petit peu la fête avec les gens qui étaient restés là. Le jour que les Américains ont fait irruption au village, là, et que les Allemands se sont carapatés, mon oncle, il y a dû avoir un bombardement ou quelque chose comme ça, parce que mon oncle était dans la tranchée. Et quand les Américains sont arrivés là, par derrière toujours, ils ont commencé, pensant qu'il y avait peut-être des Allemands dans la tranchée, sachant pas qu'il y avait des Français encore, ils ont commencé à balancer des grenades par les deux bouts. Il allait d'un bout à l'autre, il criait Franzous, Franzous, et finalement ils ont arrêté quand même, mais un peu plus, ils se faisaient tuer par les grenades américaines, en plus. Fin août, on a vécu à Chagrin-Grasse. Et on venait tous les jours faire des randonnées à Begognot pour chercher la nourriture pour les bêtes. Et finalement, mon père nous a rejoints. Puis on a occupé à ce moment-là la ferme de Glaude qui était vide, puisque le Glaude était parti. Beaucoup de gens de terrain étaient partis. Il ne restait plus que les bourriques. Alors, les Allemands, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde dans le village. Ça les fracassait. Et un beau matin, ils nous rassemblent tous. Ils ont fait le tour des maisons, ils ont vidé toutes les maisons. Et ils nous rassemblaient dans la cour près de chez Bourrique, là. Ils ont compté les femmes, compté les hommes, ils trouvaient des bouts de monde. Et alors, ils ont commencé à mettre tous les hommes de côté. Mon père était de côté aussi. Mais finalement, ma mère Florent lui montre notamment qu'il avait encore une petite fille. La soeur avait 1 an et demi. Alors là, il a été mis dans le tas des femmes. Alors on restait 5 à peu près à peu tard. Et puis alors, il y avait 3 vieux. Il y avait le père Bourrique. Le père, comment il s'appelle, un Groisillon, mais je nom. Là, il nous rassemble, il met à côté, puis aussitôt que c'est pareil, on voulait prendre la route de Kévin, et puis tout bon escorte. Il y avait un des Allemands qui commandait la patrouille, c'est un chef. Il dit, j'ai reçu l'ordre de vous conduire, mais je ne sais pas où je vais vous conduire, parce que j'ai rendez-vous au Lin. Donc on va traverser Kévin. Alors vous voyez, c'est la première fois que je voyais Kévin tout brûlé. Parce que je savais que Kévin était brûlé, parce qu'il y avait une navette qui faisait entre la brasserie là, et Kévin, il y avait toujours des gens qui venaient là, à Kévin-Grasse. C'est un de ces villages où je l'ai fréquenté. Tous les autres avaient pris la poudre des scampettes. Alors on a pris la route de Gestel, donc on est arrivé jusqu'au Lin. Et au Lin, là, le sergent qui connaissait bien le français, parce que tout le long du parcours, on lui parlait, quoi. Il dit, moi je suis comme vous, hein, je suis militaire, je vis aux ordres, j'ai eu l'ordre de vous conduire jusqu'ici. Et maintenant je vais prendre 2 ports. Alors il est parti au Lin, parce que maintenant le Lin est brûlé. À ce moment-là, il y avait l'état-major qui était là. On marquait les tues d'abord. Il va chercher des ordres, et puis il revient, il dit, 2 heures après, j'ai reçu l'ordre de vous libérer, mais de vous faire passer les lignes. On n'était pas tellement fiers, parce que si ça se passe comme le jour avant avec l'autre qui Guény, là, donc on est parti, mais en longeant le bord de la route, parce qu'on va essayer de les laisser par son milieu, s'ils sont tués dessus, on va essayer de bondir dans les fossés, quoi. Ah non, ils sont restés, nous on regardait partir, tout le long, sur la route comme ça. Je vous dis, ça fait comme ça. Et quand on a franchi le virage, on ne les voyait plus.
On était soulagés. On a continué à traverser les Estelles, pas une âme, personne. Du 7 au 18 août, Alliés et Allemands vont s'affronter violemment à Kevin. La situation devient vite intenable pour les civils. Aussi, de façon organisée par camion depuis l'Andouillerie jusqu'à Floué, ou individuellement, et au petit bonheur la chance, les Kevenois vont quitter progressivement la commune pour des terres plus hospitalières, et en prenant juste le strict nécessaire avec eux. Je pense en effet revenir bien vite à la maison, dans les jours ou semaines qui suivront. Ils ne savent pas qu'ils s'en vont pour au moins 9 mois. Oui, on quittait le village, c'était pour aller nous réfugier. Alors moi, je me suis retrouvé à Guémené sur Scorff. Mais on partait à pied. Parce que tout le monde faisait... On n'avait pas de pneus, hein, c'était des sabots de bois. Et puis là, on avait passé par... on avait rejoint Kerguelen-Vion, tu vois où c'est? Oui. Bon, tout ça par derrière là. On a traversé la route nationale, si l'on veut, de Kevin et pour aller à le petit pont qui est où c'est déjà pour essayer de Vuitton. Kerouanek, non? Non, Kerouanek, c'est ça. Alors passer de l'autre côté, et là ben, on a longé la voie de chemin de fer pour arriver à Kevin. Horreur. C'est là, moi j'ai vu le train avec les tués de Grospordin. Ah oui. Alors ben nous, les gamins, obligés de voir des choses qu'on aurait pu. Enfin, si ça avait été bien, on pouvait nous éviter de montrer ça. Pour moi, il y a un gauche à gauche. Puis voilà, ça j'ai assisté. On est arrivé donc après ça à Arzano. Alors Villageux, stand de Kergolan, passé par là où je te dis, et arrivé à Arzano à pied. En sabot de bois. Ben, il y avait des vaches. Ah non, on n'avait rien. Les vaches sont restées, le cochon est resté, les chiens aussi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait eux? Ils ont dû se régaler peut-être, je ne sais pas. Alors, après d'Arzano, alors on est mais où c'est qu'on va aller maintenant? J'avais un cousin, un Pogam, qui habitait, enfin ses parents habitaient à côté de chez nous, là. Il travaillait à l'NBWay, lui. Je ne sais pas comment il avait réussi à avoir une charrette, un tombereau c'était, avec 2 chevaux. Puis il était venu nous chercher là, Arzano, pour nous envoyer à Guémené. Donc c'était abominable. Et alors, quand on a passé la nuit là, on a mangé, on est reparti sur Quimperlé. On n'a pas trouvé ni d'Allemands, ni de militaires, ni d'FFI, ni d'Américains. On dit où se trouve la ligne? On cherchait la ligne, mais on ne trouvait pas de ligne de front. Alors, on arrive Brémondard, parce qu'il y avait un centre de secours là. On n'avait rien, on marchait tous avec des sabots plein de paille, pieds nus. Pas de dingue de rechange. On récolte chacun un morceau, moi une paire de galoches et puis un gilet. Et là, il a été assez longtemps dans des souvenirs. Et puis maintenant, mes filles ou ma femme ont dû le mettre. Je le gardais, je tenais beaucoup à lui, c'était le seul vêtement que j'avais de bien quand j'étais là-bas. Nous sommes peut-être restés 1 mois, peut-être là, 2 mois, pour scorcher notre temps. Et après, nous sommes partis à Saint-Coal, à Arzano. Nous mangions en bas et nous dormions dans le grenier. Et c'est de là que maman nous avait mis en pension à Kerneskelden. Et que nous sommes restés, je ne sais plus, moi, 1 an et demi, je ne me suis plus trop bon. Il y avait beaucoup de jeunes Kevenoises qui étaient à Skleden, d'ailleurs, je crois. Ah oui, il y avait beaucoup, surtout d'enfants de paysans, déjà, premièrement. Et il y avait le Tchèque, Adrienne Le Tchèque, et il y avait Anne-Marie Evin, Anne-Marie, non, pas Marguerite, Anne-Marie, Adrienne Le Tchèque.